Non, mais du coup, on va pas tarder à commencer cette discussion du coup ce dernier topo de l'université d'été de Révolution permanente pour le programme intermédiaire de discussion qui a commencé avec le topo de jeudi sur la révolution russe et ensuite il y a eu le topo de Jeanne sur stalinisme contre communisme. D'ailleurs, si j'aimerais bien savoir si dans la salle, la plupart des gens sont allés effectivement au cours intermédiaire ou voilà quoi, les cours intermédiaires ça me permet en fait de passer sur des trucs si ces premiers cours ont été suivis en fait et d'aller moins sur parce que je vais avoir un peu comme logique dans ce topo de pas le rendre trop historique et d'essayer de me concentrer sur la logique programmatique qu'il y a en fait principalement dans le texte que je vais utiliser centralement, mais après il y a cette édition de Communard qui rassemble beaucoup de textes en fait de l'élaboration même du programme de transition, qui est un texte voilà sur lequel je vais centralement m'appuyer. D'ailleurs, s'il y a des camarades qui ne l'ont pas encore lu ou des sympathisants qui sont en train de s'intéresser à ce qu'on fait, qui potentiellement voudraient rejoindre notre organisation ou connaître mieux en fait la façon dont on pense politiquement le programme, je pense que c'est un texte essentiel. Qui est d'ailleurs assez facile d'accès et qui incarne, on va dire, et concentre énormément de conceptions politiques, programmatiques et stratégiques en fait, que je vais développer maintenant en fait, et dont on se revendique toujours en partie sur certaines choses, mais dont on se revendique toujours en tout cas comme constitution de la tradition trotskiste française. C'est un des textes centraux, on va dire, de la tradition trotskiste française et internationale en fait. Bon, pour commencer, je voudrais commencer avec un petit... Je vais vérifier pour le temps. Okay. Pour commencer, je voudrais commencer par un préambule un peu méthodologique pour comprendre la question du programme dans l'histoire des courants marxistes internationaux et dans la conception marxiste du programme. Il faut savoir que la conception marxiste du programme, elle s'oppose de manière générale à ce qu'on peut imaginer comme le programme en fait, des organisations politiques comme la gauche institutionnelle, mais aussi en fait, comme la majorité des partis qui veulent se proposer en fait, à gérer l'État bourgeois en fait, et les affaires des capitalistes à travers une plateforme de revendications, de propositions programmatiques applicables en fait, dans le cadre de ce qu'est l'État bourgeois comme instrument de domination de classe. Ça, c'est par exemple, typiquement, pour rendre ça un peu plus concret, dans le cadre en fait, d'un programme politique comme celui de la NUPS qui a été choisi en fait, juste avant les élections législatives, vous voyez en fait, qu'il y a plein de petits points de programme de qu'est-ce qu'on ferait si on était au pouvoir, qu'est-ce qu'on proposerait si on était au pouvoir, et c'est un ensemble, voilà, c'est une plateforme une plateforme programmatique de ce qui est faisable, on va dire, au pouvoir dans le cadre de l'État et à travers la conquête du pouvoir, à travers les institutions démocratiques bourgeoises traditionnelles. Ça s'oppose largement à la tradition révolutionnaire en fait, du programme, qui est celle plutôt de considérer le programme comme un outil qui se propose à synthétiser des tâches et des objectifs autour desquels une organisation révolutionnaire propose en fait une stratégie concrète et un programme concret à la classe ouvrière pour la prise de pouvoir. Donc, voilà, il y a une différence claire en fait sur le rapport à l'État entre la conception du programme par des organisations réformistes et le programme dont je vais parler en fait aujourd'hui. Deuxième point, c'est que cet outil, il condense pas seulement dans le cadre du programme de transition, c'est en partie le programme qui va être ratifié comme le programme officiel de la 4e internationale à sa fondation le 3 mai 1938, mais dans le cas en fait, mais ce n'est pas seulement en fait le programme de la 4e internationale, c'est une façon de condenser l'expérience et la mémoire en fait des grandes luttes du prolétariat international de la première internationale, on va dire, jusqu'à la fondation de la 4e internationale. Ça, c'est un point important à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de points de continuité dans les points de programme dont je vais parler aujourd'hui, qu'on retrouve en fait dans les programmes précédents des internationales, en fait, comme la 2e internationale, mais aussi comme la 3e internationale. Et enfin, c'est aussi un fil de continuité, je l'ai dit, des expériences historiques du prolétariat en ce qu'elles revendiquent
le programme revendique des méthodes et une stratégie qui correspond à un ensemble de synthèses des expériences du prolétariat, de la prise de pouvoir, par exemple, qui revendique notamment la méthode qui a été appliquée pendant la Révolution russe. Vous avez déjà vu en fait pendant le topo du premier jour, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais voilà, en point méthodologique, il faut bien comprendre la différence entre ce qu'est un programme pour les marxistes révolutionnaires, on va dire, et un programme en fait tel qu'on l'envisage de manière générale dans les organisations démocratiques habituelles. Deuxième point qui est important à comprendre, et ça concerne particulièrement le texte du programme de transition, je pense même plus que beaucoup d'autres textes de Trotsky, c'est un texte situé historiquement qui correspond à un état de développement des relations entre les classes et un état de... Ça va, je vais pas trop vite okay. Un peu ok. Ça correspond à un état de relation entre les classes et à un moment historique très précis. Il faut savoir que le programme de transition, c'est un texte qui est ratifié pour la première fois, donc j'ai dit le 3 mai 1938, par le secrétariat international et le premier congrès de la 4e internationale, qui a lieu à Paris donc, en 1938, et qui réunit 11 organisations des 29 organisations qui se revendiqueront par la suite de la 4e internationale après sa fondation. Qui se place dans une période où est-ce que j'aimerais bien poser cette question avant de commencer, etc., pour voir à quel point je vite ou pas sur certaines choses, mais est-ce que les gens qui ont lu ce texte pourraient lever la main, s'il vous plaît, juste pour situer un peu. Ok. Donc il faut savoir que ça rentre dans un contexte politique particulier où, comme vous l'avez vu en fait pendant les topos de Jean-Philippe puis de Jeanne, on a assisté à la débâcle absolue en fait, d'abord de la Seconde Internationale avec la trahison historique en fait du tournant pro-impérialiste de la Première Guerre mondiale, puis ensuite avec la Troisième Internationale, comme l'a expliqué Jeanne, qui a mené à la défaite beaucoup de secteurs de la classe ouvrière dans plusieurs pays dans les années en fait, qui précèdent l'élaboration du programme et la fondation de la 4e internationale. L'opposition de gauche qui va être à la base en fait, de la fondation du programme de transition, j'en ai déjà parlé, mais tire les bilans notamment des grandes défaites récentes du prolétariat qui ont été menées dont la responsabilité incombe particulièrement à la direction internationale communiste dirigée par Staline à ce moment-là, et particulièrement dans le cas des défaites en fait, dans la Révolution espagnole, la débâcle du Front populaire en France, et surtout particulièrement de la prise de pouvoir d'Hitler en Allemagne, qui est un point de rupture, on va dire, pour l'opposition de gauche, pour considérer qu'il est nécessaire de passer à une nouvelle internationale, maintenant que la Troisième internationale est complètement dégénérée et n'est plus un apport à la classe ouvrière, mais est devenu un outil impossible à réformer, à transformer, ou voire même dans lequel on pourrait effectuer une forme de révolution interne, mais au contraire un frein contre-révolutionnaire à l'organisation de la classe ouvrière et les potentielles victoires de la classe ouvrière. Autre point important, et ça fera toute la différence, je pense qu'on laissera ça plutôt pour la discussion, ça rentre dans le contexte d'une crise économique historique qui traverse l'ensemble de la planète, notamment y compris des pays qui ont un énorme marché extérieur comme les États-Unis, et qui est une situation économique internationale de crise très profonde, dans laquelle en fait on retrouve aussi un contexte de montée des tensions internationales entre les différents États impérialistes, voire même en fait scénario, ce qui va être par la suite en fait le scénario de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, Trotsky utilise une formule qu'on pourra discuter par la suite, où il parle, si j'ai bien la formule comme ça, je dis pas n'importe quoi. Hop. Il parle des forces productives de l'humanité qui ont cessé de croître. C'est un moment donc historiquement particulier dans lequel la montée de lutte des classes à laquelle on assiste à l'échelle internationale a pour spécificité d'avoir une direction historique qui est, comme je l'ai dit, devenue un frein en fait aux mobilisations de la classe ouvrière. En d'autres termes, la direction du prolétariat telle qu'elle existe au moment en fait de l'écriture et la rédaction de ce texte, puis son adoption par la 4e internationale, la classe ouvrière est à la gauche de sa direction historique,
qui sont en fait d'un côté ce qu'avaient déjà été les bureaucraties syndicales et la Seconde Internationale, puis par la suite en fait l'internationale communiste, qui est devenu, comme j'ai dit, donc un frein, voire un outil contre-révolutionnaire et un allié, en fait, dans beaucoup de cas, mais ça vous l'avez déjà vu dans les autres topos, de la bourgeoisie dans des contextes particuliers. Et enfin, je pense qu'un dernier point pour comprendre l'aspect méthodologique de cette discussion, le fait que ce texte soit situé, il faut comprendre qu'on n'a pas une interprétation littéraire de ce texte, ni qu'on considère ce texte comme une bible pour les trotskistes. Ce n'est pas un texte en fait, qu'on va utiliser à n'importe quelle grève, à n'importe quelle exécution, etc. On va en fait appliquer littéralement tout ce qui est expliqué dans ce texte parce que justement il est situé, parce que justement en fait les interprétations parfois littéraires de ce texte dans des contextes particuliers ont abouti, on le verra après, à certaines déviations. Il faut comprendre vraiment qu'on est dans une phase historique particulière et qu'on considère ce texte avant tout comme un outil politique, comme je l'ai dit juste avant, un outil programmatique qui condense les expériences de la classe ouvrière et qui condense les expériences programmatiques de la classe ouvrière depuis la Première Internationale jusqu'à la Quatrième Internationale. Donc, voilà, ça c'était pour faire un premier point méthodologique. Et ensuite, autre point méthodologique important, c'est qu'on a une situation internationale quand même très différente de celle qu'on vit aujourd'hui. Il existe encore un État ouvrier, même si bureaucratiquement dégénéré, mais il existe encore un État ouvrier comme l'URSS, et c'est un débat qui va animer énormément en fait les discussions entre révolutionnaires, entre bolcheviques, léninistes, après le 5e congrès de la 3e internationale, et on a un contexte en fait où la montée des tensions internationales entre les différentes puissances impérialistes, du fait de l'incapacité d'un pays comme l'Allemagne ou des États-Unis à remplacer l'Angleterre comme principale puissance mondiale après la Première Guerre mondiale, jusqu'au bout, on va dire, de finalement succéder complètement à l'Angleterre comme première puissance mondiale, on se retrouve dans une situation où on se rapproche de plus en plus d'un scénario de guerre mondiale. Donc ça, en gros, c'est pour résumer un peu les différents points historiques qui expliquent la rédaction de ce texte, mais aussi la revendication qu'on peut faire de ce texte, mais aussi le préambule, on va dire, un peu méthodologique dans la façon dont on peut interpréter et utiliser ce texte. Je ne sais pas si ça se comprend, mais c'est plus ou moins ça l'idée. Et enfin, parce que le texte, il est situé, ça c'est le dernier truc que je voulais dire, dans un contexte de lutte politique profonde, non seulement contre les organisations staliniennes, mais aussi au moment où l'opposition de gauche prépare en fait la rédaction de ce texte d'ici la fondation de la 4e internationale, dans le contexte de débats intenses avec d'autres organisations qu'on appelle centristes à ce moment-là, c'est-à-dire les organisations qui oscillent entre la réforme et la révolution, qui oscillent parfois entre une critique du stalinisme, mais un programme qui reste, par exemple, encore assez réformiste, etc. Donc voilà. Ça, c'est pour faire un point général, on va dire, de méthode sur le contexte historique de la rédaction de ce texte. Ça va jusqu'à présent, vous dites, parce que si on n'est pas très nombreux en plus, on peut se permettre de faire des pauses et tout, quoi. Mais donc je pense qu'un élément central du programme de transition, c'est un programme qui va chercher à armer la 4e internationale d'un programme utile à la classe ouvrière dans sa situation spécifique qui va des années 30 à la Seconde Guerre mondiale et qui pose problème principal la crise historique, je l'ai dit, de la direction du prolétariat. En effet, il y a eu plusieurs défaites, on le disait juste avant, de la classe ouvrière dans plusieurs pays d'Europe qui ont abouti à des scénarios contre-révolutionnaires très profonds, comme c'est le cas en fait du nazisme en Allemagne ou du fascisme en Italie, ou l'arrivée de Franco en Espagne, qui sont des moments de massacre en fait de l'avant-garde révolutionnaire, de l'avant-garde ouvrière, et c'est aussi ce qui explique que Trotsky parle d'une crise historique de la direction du prolétariat qui devient une crise historique de l'humanité. C'est un point central à comprendre. Et donc le programme de transition, il va chercher à en finir avec la séparation qu'avait déjà en fait commencé la Seconde Internationale en 1914, puis en fait avait essayé à récupérer cette déviation à la Troisième Internationale, la séparation qui existe entre le programme minimum, c'est-à-dire les tâches quotidiennes, les demandes quotidiennes, en fait, par exemple l'augmentation des salaires, tout ce qui peut être plus ou moins obtenu en fait dans le cadre, même si avec lutte, mais dans le cadre d'un État capitaliste bourgeois,
et le programme maximum, c'est-à-dire la conquête du pouvoir, la mise en place du socialisme, etc. Ça, c'est cette séparation entre programme minimum et programme maximum. On va dire Trotsky, il a une formule pour le dire, en gros, c'est le SPD allemand, par exemple, ne parlait de socialisme que les jours de fête. Et c'est concrètement, en fait, c'est assez concret, je pense, comme formule pour comprendre une organisation qui va mener des petites batailles constantes, on va dire, sur l'amélioration quotidienne des conditions de travail, mais en même temps, en fait, qui ne pose plus jamais la question de la prise de pouvoir comme perspective concrète, notamment dans son programme. Et ça, à l'époque, on l'a vu, de l'impérialisme, en fait, avec la guerre de 1914, c'est devenu une division, le programme minimum et le programme maximum, c'est devenu une division qui est devenue réactionnaire, qui est devenue complètement réactionnaire. Et le programme de transition, il se propose en fait à résoudre cette séparation entre le programme minimum et le programme maximum en posant des tâches, des éléments programmatiques qui vont essayer de créer un lien entre le niveau de conscience de classe de la classe ouvrière et les tâches historiques qui incombent à la situation présente. C'est-à-dire on se retrouve dans une situation de crise économique profonde, de chômage massif, d'inflation massive aussi qui pèse sur la classe ouvrière, de désespération des classes moyennes qui se tournent notamment vers le fascisme, etc. Et le programme de transition, il a pour objectif de faire un lien. J'avais dit tout à l'heure, la direction du mouvement ouvrier est à ce moment-là une direction contre-révolutionnaire, mais de faire un lien entre la conscience de la classe ouvrière et les tâches qui correspondent à la situation actuelle. C'est un pont en fait entre ce que ferait en fait, ce que doit faire la classe ouvrière dans le moment précis et ce qu'elle ferait si elle était au pouvoir. Je ne sais pas si ça se comprend, mais c'est le point central du coup. Si c'est un peu galère, mais voilà, c'est une façon de. J'essaie de synthétiser un peu ça. Ça pose la question, donc, comme je l'ai dit, de comment est-ce que la classe ouvrière quels seraient les points de programme qu'elle appliquerait si elle devait prendre le pouvoir, et qui incite notamment le niveau de conscience de classe à avancer vers la prise de pouvoir, comme des mesures en fait essentielles, Trotsky le répète, mais des mesures essentielles à la survie du prolétariat et de manière générale en fait à l'humanité, vis-à-vis en fait du scénario de putréfaction totale en fait du capitalisme qui a donné les monstres qu'ont été les différents régimes fascistes. Pas seulement les régimes fascistes, ça c'est les régimes démocratiques, mais du coup, voilà, donc c'est important de comprendre ça pour comprendre que ce pont, le programme de transition, il a une spécificité, c'est qu'il pose avant tout cette bataille politique concrète. Il ne pose pas la question de l'après-prise de pouvoir. Le programme de transition a pour objectif de penser avant tout la prise de pouvoir en elle-même et ne pose pas en fait le mode d'application par la suite de la prise de pouvoir, etc. L'objectif principal, c'est d'amener la classe ouvrière à penser comment est-ce qu'elle agirait si elle prenait le pouvoir et à inciter en fait la classe ouvrière à prendre le pouvoir et à ne plus séparer en fait sa vie quotidienne qui n'est plus possible d'assurer dans le cadre d'une crise capitaliste historique comme celle des années 30 avec la nécessité qu'elle a de prendre le pouvoir. Je me répète un peu, mais c'est pour être sûr que ça reste c'est la question centrale. Et donc le programme, il n'a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour objectif d'être une plateforme de revendication, mais il pose concrètement la question de comment la classe ouvrière devrait intervenir dans la lutte des classes, en partie. Il pose concrètement la question de qu'est-ce que devrait appliquer ou forcer à appliquer la classe ouvrière pour obtenir une victoire. Donc tout ça, c'est assez central de le comprendre parce que le programme de transition, il va se diviser. Moi, je voudrais prendre un peu de temps pour qu'on essaie de diviser et comprendre en profondeur le programme. Désolé si je passe sur beaucoup d'éléments historiques, etc., mais c'est volontaire, c'est pour qu'on se concentre vraiment sur la logique du programme de transition. Mais dans plusieurs textes qu'ont pu élaborer nos camarades, notamment de la fraction trotskiste, mais c'est aussi en fait expliqué dans le préambule, dans l'introduction qui a été écrite par nos camarades de Communard dans cette édition, il y a une division entre 4 types de demandes centrales dans le programme de transition. J'ai déjà un petit peu explicité les demandes transitoires, je vais y revenir, mais le premier point, ce sont les demandes minimales. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on adopte un programme de transition qu'on refuse de défendre les demandes historiques du prolétariat qui demandent une amélioration de ses conditions de vie
Par exemple, à ce moment-là, dans les années 30, c'est l'accès aux 8 heures de travail, des journées de 8 heures, c'est l'accès à une augmentation de salaire, etc., etc. Ce ne sont pas des points de programme auxquels on va s'opposer. C'est pas parce qu'on pose la question en fait, du programme de transition qu'on s'oppose en fait, aux demandes minimales qui maintiennent en fait, les forces vives du prolétariat et qui maintiennent y compris les forces vives, même dans les moments de recul, de la classe ouvrière quand elle se défend quotidiennement. Donc il y a une reconnaissance des demandes minimales comme un point central du programme de transition. Mais ça, c'est le premier point. Hein. Je répète ou ça va? Le deuxième type de demande qu'il faut prendre en considération dans le programme de transition, il y en a, en réalité, il y en a, on peut le diviser en deux sous-parties, entre guillemets, quoi, mais il y a les demandes de type démocratique. Demande de type démocratique, c'est, on va dire, tout ce qui correspond au type de tâches qu'aurait dû appliquer déjà, en fait, la révolution bourgeoise, ou qui reste, en fait, à appliquer de la révolution bourgeoise. Dans le cas, par exemple, des Trotsky, il n'écrit pas ce texte, en fait, juste pour discuter avec la classe ouvrière des pays centraux où il y a déjà eu, en fait, une révolution bourgeoise qui a été mise en place, où il y a déjà eu une réforme agraire. Voilà, il y a déjà eu, en fait, ce type d'éléments qui ont été mis en place. Il discute aussi, il y a toute une partie du programme de transition qui est dédiée aux pays semi-coloniaux et aux colonies des tâches de libération nationale qu'on appelle, du coup, les tâches démocratiques structurelles, c'est-à-dire qui correspondent à la conquête de structures minimales d'indépendance nationale que dans l'époque impérialiste, en fait, le simple développement des forces productives ne suffit plus. L'impérialisme bloque et empêche ce type de tâches d'être mises en place, en fait, par une potentielle bourgeoisie nationale, etc. Et du coup, le programme de transition, il pose la question de la libération nationale des pays semi-coloniaux et des colonies des mains des classes ouvrières de ces mêmes pays semi-coloniaux et de ces colonies. Je ne sais pas si ça c'est pas trop compris là, non? Ouais, ok, je répète. Pour redire d'une autre manière. En gros, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple de tâches démocratiques structurelles, en fait, qui représentent l'obtention de tâches d'indépendance nationale pour un pays semi-colonial? Par exemple, je sais pas, aujourd'hui, très concrètement, on prendrait très rapidement, par exemple pour les pays africains, la question de la dette externe. Vu que c'est l'une des raisons principales, c'est une des mesures, nos camarades au PTS font énormément de campagnes sur la question de la dette externe. Aujourd'hui, la dette externe, c'est un des éléments d'ingérence centraux des pays impérialistes sur les pays semi-coloniaux. Question que cette dette externe elle-même, elle est souvent contractée, voire accueillie par en fait les élites politiques des pays semi-coloniaux, etc. C'est comme la question par exemple du franc CFA. Il y a une partie en fait des élites des pays sous le franc CFA qui profitent de l'existence du franc CFA, qui profitent de l'entrée de cette monnaie, etc. La question des tâches démocratiques structurelles très concrètement dans cette situation-là, ce serait que la classe ouvrière soit capable de poser non seulement la conquête du pouvoir, la mise en place du socialisme, etc., mais aussi en fait qu'elle soit capable de mener à bout les tâches de libération nationale du pays. Donc qu'elle demande la dissolution par exemple de la dette externe, qu'elle demande l'abolition du franc CFA, qu'elle prenne en main la libération nationale du pays. Je comprends mieux, peut-être, je me répète beaucoup. Ça va mieux pour le camarade qui disait que ça... Non, mais c'est pas grave. On reviendra dessus, c'est pas grave. Et dans ces tâches démocratiques, il y a un autre type de tâches démocratiques. Ce sont les tâches démocratiques formelles qui, elles, correspondent beaucoup plus en fait, à les libertés formelles en fait, existantes dans les démocraties bourgeoises habituelles. C'est-à-dire en fait, l'accès, par exemple, à la liberté syndicale, à la liberté de presse, au droit de vote, mais même parfois qui peuvent devenir des tâches assez radicales, des tâches démocratiques assez radicales, parce qu'elles peuvent parfois aussi correspondre, vous l'avez vu peut-être avec Jean-Philippe Divès, à ce que Lénine écrivait dans l'État et la Révolution, c'est-à-dire aussi l'abolition des aspects les plus réactionnaires, même des démocraties bourgeoises, comme par exemple la figure présidentielle, comme par exemple le Sénat, etc. Voilà, ça c'est un autre type de demande démocratique. Parmi les demandes démocratiques qu'on pourrait prendre très actuellement, une demande démocratique que nous on reprend beaucoup, c'est l'accès à la vérité et à la justice pour les familles de violences policières. Pourquoi est-ce qu'on défend programmatiquement les violences, les familles victimes de violences policières et qu'on demande la vérité et la justice? C'est pas simplement par supplément d'âme, mais c'est parce qu'on considère que les révolutionnaires doivent appliquer tout type d'éléments de programme qui puissent permettre d'affaiblir l'appareil répressif d'État.
Et ça ne suffit pas en soi, mais ça fait partie en fait de ce type de demande qu'on va mettre en avant. Ça se comprend sur les tâches démocratiques formelles. Oui, ok. Tiens, je vais peut-être prendre un exemple, ça peut être pas mal. Il y a un autre... Non, je vais prendre cet exemple. Ça va compliquer encore plus le truc, donc je pense qu'on peut en rester là. Ensuite, il y a un dernier type de demande. Pas un dernier type, un avant-dernier type de demande. Le troisième type de demande sont les demandes transitoires. Donc c'est celles dont j'ai parlé justement, c'est celles qui font plus le pont en fait directement entre la prise, entre la conscience de classe et la prise de pouvoir. Et ce que appliquerait en fait la classe ouvrière si elle parvenait au pouvoir. Et ces demandes-là, elles correspondent beaucoup plus à des tâches de contrôle ouvrier de la production. C'est-à-dire en fait comment est-ce que la classe ouvrière organiserait la production si elle était amenée à prendre le pouvoir dans l'immédiat. Et qu'est-ce qu'elle doit faire pour prendre le contrôle ouvrier de la production dans l'immédiat. Il y a quelques tâches comme ça qui sont expliquées dans le texte. Vous avez dû voir souvent qu'on agite ce type de mots d'ordre, en fait, même y compris encore aujourd'hui dans notre organisation, etc. Par exemple, dans le cadre de la grève de Richebourg, qui était une grève d'ouvriers de l'aéronautique, d'une sous-traitante de l'aéronautique, en fait, qui faisait face à un APC, c'est-à-dire un accord de performance collective où ils perdaient une partie de leur salaire, de leurs primes, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Nous, ce qu'on avait proposé comme, par exemple, mot d'ordre aux ouvriers pour réfléchir à comment ils pourraient eux-mêmes poser la question du contrôle ouvrier de la production, ils seraient capables eux-mêmes en fait, de contrôler la production, c'était l'ouverture des livres de compte. En gros, on n'utiliserait plus comme ça la formule, puisque c'est une formule un peu vieille, voilà quoi. Mais l'ouverture des livres de compte, c'est-à-dire que tous les capitalistes montrent concrètement où va l'argent de la plus-value qu'ils soutirent en fait aux travailleurs. Ça, c'est un élément de contrôle ouvrier, par exemple. Un autre élément de contrôle ouvrier, ça pourrait être, et ça c'est un élément par exemple que Gaëtan a rappelé dans son discours d'avant-hier pendant le meeting, c'est ce que Trotsky appelle dans le programme de transition l'échelle mobile des salaires et de l'emploi. C'est-à-dire, pour dire plus concrètement que échelle mobile des salaires, l'indexation des salaires immédiate et spontanée à l'inflation. Dans un pays, en fait, par exemple, dans une situation politique dans laquelle l'inflation est galopante, en fait, comme dans le cas de l'Allemagne des années 30, on va dire, la question, en fait, de l'échelle mobile des salaires, c'est une question essentielle parce que même si ça pourrait être une question qui pourrait être un élément de programme qui pourrait, dans d'autres situations, être applicable, en fait, quand l'inflation est faible, etc., même par la bourgeoisie, dans ce cas-là, en fait, elle remet déjà en question la propriété privée des bourgeois, parce que la bourgeoisie ne va jamais, en fait, accepter ce type de programme. Et à ça, en fait, s'ajoute l'échelle mobile des heures de travail, c'est-à-dire le partage du temps de travail, tout simplement, dans des cas, en fait, d'un pays qui est traversé par un chômage massif, par exemple. Poser la question du partage du temps de travail, c'est déjà en fait poser la question de comment la classe ouvrière organiserait le travail si ce n'était plus, si la production n'était plus organisée selon les intérêts de la bourgeoisie qui a un intérêt à maintenir une importante partie de la population dans le chômage, etc. Mais au contraire en fait qui permet que tout le monde puisse accéder à un travail sans perte de salaire, sans augmentation de cadence, etc. Voilà, ça fait partie en fait des éléments de programme de transition. On pourra revenir sur d'autres demandes pendant la discussion, mais j'essaie juste de donner quelques exemples par discussion pour que ça se comprenne. Et enfin, il y a un dernier type de demande qui, celui-ci, correspond à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la crise de la direction de la classe ouvrière à ce moment-là. C'est les demandes de type organisationnel, c'est-à-dire tout ce qui incombe à la récupération par la classe ouvrière des outils qui peuvent être utilisés, on va dire, dans la lutte contre la bourgeoisie, voire même pour la conquête du pouvoir, mais aussi la fondation de nouveaux outils nécessaires potentiellement pour dépasser certaines contradictions et pouvoir prendre le pouvoir. Concrètement, ça pose directement cette question organisationnelle. Là, ça va ça pose concrètement les questions organisationnelles. Comment, par exemple, dans le programme de transition, on reprend une phrase importante où il explique la relation qu'ont les révolutionnaires avec les syndicats. La relation qu'ont les révolutionnaires avec les syndicats, ce n'est pas de considérer en fait que les syndicats sont des organisations bureaucratisées et qu'il est impossible en fait de les réformer et donc qu'on n'y fait plus rien et qu'on va construire nos petits syndicats à nous rouges en fait à côté. Parce que les syndicats, même s'ils représentent une partie minoritaire de la classe ouvrière en France, je crois que c'est 10% de la classe ouvrière qui est syndicalisée, qui est syndiquée, pardon. Si ce 10% de la classe ouvrière est syndiquée, ça reste le 10% le plus organisé en fait de la classe ouvrière. Et donc,
ce serait une contradiction en soi que les révolutionnaires se refusent de discuter, voire même d'interpeller et de dénoncer en fait les bureaucraties syndicales dans le cadre en fait des syndicats, et que les révolutionnaires doivent être en capacité en fait d'intervenir concrètement dans ces syndicats pour pouvoir les récupérer, les mettre au service en fait des tâches de la classe ouvrière. Ensuite, il y a aussi une autre question, c'est dans les questions organisationnelles, il y a plusieurs questions qui vont être prises. Je pense que c'est bien si on prend le temps après d'en discuter dans la suite. Mais il y a plusieurs questions sur comment la classe ouvrière peut, par exemple, s'armer pour se défendre face potentiellement à la police, aux milices fascistes, etc. En fait, quand elle est déjà en fait dans le cadre, par exemple, d'une grève, etc. Dans un contexte compliqué, le programme de transition pose déjà, par exemple, des questions de type militaire. Par exemple, l'armement de milices au niveau des piquets de grève. Ça fait partie en fait de types de demandes organisationnelles qui correspondent à un moment particulier du développement de la lutte des classes. Mais il y en a d'autres en fait. Il y a aussi des demandes de type organisationnel qui correspondent plus à la volonté de construire une relation de double pouvoir et poser en fait déjà la question de comment serait mis en place en fait le pouvoir ouvrier à la fois au sein des entreprises. Donc ça, c'est les comités d'usine. C'est-à-dire en fait des comités ad hoc aux organisations syndicales qui organisent les ouvriers de manière non séparée. En fait, par exemple, typiquement aujourd'hui, entre sous-traitants, travailleurs de la boîte, titulaires, intérimaires, etc. Donc qui refusent ce type de séparation et qui se proposent comme un véritable état-major de la grève en fait au sein de l'entreprise, et qui pose déjà la question de qui est, on va dire, le propriétaire des moyens de production dans un moment en fait de grève contre le patronat. Mais cette question, elle peut même se généraliser, et Trotsky pose la question, y compris non seulement de la dualité du pouvoir au sein des entreprises, mais aussi de la dualité du pouvoir à l'échelle d'un État. Et c'est là qu'il pose aussi la question d'un type d'organisation qui a existé pendant, je ne vais pas revenir sur ça, mais pendant la révolution russe, par exemple, les soviets qui permettent de coordonner les secteurs les plus avancés de la classe ouvrière, mais aussi en fait de ses potentiels alliés, comme par exemple dans le cadre de la révolution de 1917, des secteurs de paysans, des secteurs de soldats, etc. Dans ce cas, les soviets posent la question directement du double pouvoir contre l'État bourgeois. Ça se comprend, ouais. Ouais, c'est un peu tortueux parce que ça demande plein de... Faut prendre des notes, je pense. Et il y a un bouquin, mais du coup, voilà, c'est un peu ça, les points centraux, on va dire, du programme de transition, ces 4 points-là. J'ai insisté un peu pour qu'on y revienne parce que je pense que c'est important de comprendre quand on lit le texte que chaque point de programme correspond à une tâche particulière de la classe ouvrière dans son exercice de la conquête du pouvoir. D'une autre manière, en fait, je voudrais prendre quelques points programmatiques plus généraux qui ne sont pas littéraux, on va dire, dans le programme de transition, mais qu'on peut voir en fait à travers les lignes, à travers chaque point de programme qu'on va lire. Mais par exemple, vous allez voir au travers le texte que la question de l'indépendance de la classe vis-à-vis de tous les organes bourgeois et de l'État bourgeois de manière générale, notamment de sa propre bureaucratie syndicale qui joue un rôle de police de la bourgeoisie au sein de la classe ouvrière, l'indépendance de classe, c'est un élément central qui existe tout au long du programme de transition. Il pose déjà la question du double pouvoir à travers la question de l'indépendance de la classe vis-à-vis de la bourgeoisie et vis-à-vis des agents de la bourgeoisie, même y compris au sein de la classe. Ça, c'est l'un des premiers points, par exemple, je pense qu'on voit beaucoup revenir au long du texte et qui est intéressant. Mais il y a aussi d'autres éléments, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais l'élément de l'anti-impérialisme, il y a aussi la question de l'internationalisme qui est posée directement, qui refuse justement le type de révolution dans un seul pays, en fait, comme est en train de le proposer l'international communiste. Ça fait partie des points en fait, qu'on voit tout au long du texte en fait, et qui est posé, où c'est super intéressant de voir en fait, comment Trotsky ne fait pas de séparation, même dans les pays en fait, où le fascisme a triomphé et en fait, où la classe ouvrière a énormément reculé. Il pose tout de même la question de la possibilité d'un retour de la lutte des classes dans ce type de pays, voire de la défaite des régimes fascistes par notamment des révolutions victorieuses dans les pays démocratiques de la région. Ça, c'est un élément, par exemple, central, en fait, qui est présent beaucoup dans ce livre. Il n'y a pas de séparation. La séparation nationale, elle est, d'une certaine manière, assez artificielle, en fait, dans la façon dont est posé le programme. Et il y a d'autres points aussi. Il y a la question de l'hégémonie, c'est-à-dire que le programme de transition se propose tout au long, en fait, de ces points de programme, non seulement de répondre
à des questions spécifiques de la classe ouvrière dans la conquête du pouvoir, mais aussi en fait de comment la classe ouvrière peut prendre en main l'ensemble des demandes qui peuvent traverser en fait d'autres classes et d'autres classes opprimées par la bourgeoisie, qui n'ont pas forcément des intérêts communs, mais où la classe ouvrière en fait est en capacité de poser des éléments de programme pour pouvoir en fait diriger la lutte révolutionnaire, par exemple en s'appuyant sur des secteurs de la petite bourgeoisie, des secteurs de la paysannerie, etc. En d'autres termes, par exemple, dans le programme de transition, vous allez retrouver la nationalisation de tout système bancaire et l'accès au crédit au secteur de la petite bourgeoisie. Pourquoi ça? C'est pas un programme particulièrement socialiste, etc. Ça pose pas la question de l'expropriation, etc. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, je crois, d'expropriation après, mais ça pose pas cette question directement. Pour autant, en fait, l'objectif de ce point de programme, c'est que la classe ouvrière puisse être en capacité de créer un pont entre le désespoir des classes moyennes et la capacité à prendre le pouvoir et la capacité de devenir des alliés en fait de la classe ouvrière face à la bourgeoisie, plutôt que de laisser en fait l'ensemble de la petite bourgeoisie se tourner en fait par exemple vers le fascisme en fait ou vers un autre type de régime autoritaire, etc. Ça fait partie des points. Et enfin, il y a un point, j'en ai parlé juste avant, qui me paraît vraiment aussi très important, c'est l'unité de la classe au sens de l'unité entre les différentes strates de la classe qui existent en fait dans un pays donné. Et je pense que c'est d'autant plus fort depuis en fait cette discussion est d'autant plus actuelle maintenant qu'on assiste depuis les années 90, on a assisté dans les années 90 à une très profonde fragmentation de la classe ouvrière en fait, avec le passage en fait le recours à la sous-traitance massive, par exemple dans l'aéronautique c'est très visible, le passage en fait à une division parfois même quasiment raciale en fait du travail où tu as les intérimaires, tu as les différents niveaux on va dire de strates au sein d'une même entreprise. Le programme de transition il se propose à unifier les rangs de la classe ouvrière pour prendre le pouvoir. Ça, c'est un élément central. C'est aussi pour ça, par exemple, que Trotsky pose directement la question du besoin qu'ont en fait les organisations syndicales, la classe ouvrière et la 4e internationale comme organisation révolutionnaire à créer un lien concret et à lutter contre la division entre chômeurs et ouvriers avec un emploi, voire ouvriers organisés. Ça, c'est un élément central de différence totale, par exemple, qu'il y a avec les directions syndicales. Bon, je sais que c'est un peu schématique comme je suis en train de le faire, mais c'est volontaire pour qu'on puisse en fait développer plus la discussion après. Je crois que j'ai déjà fait quasiment 40 minutes, non ouais, c'est ça. Donc j'avais pas pour objectif de faire beaucoup plus long, mais je pense qu'il faut essayer de comprendre parfois en fait plus en profondeur chaque point de programme pour comprendre aussi comment on les utilise encore aujourd'hui dans notre activité quotidienne. Mais avant de dire ça, moi j'ai retrouvé un point, parce qu'il y a la question quand même de est-ce que ce programme est réalisable en instance. Est-ce que ce programme est réalisable? Est-ce que la classe ouvrière est capable de en fait, appliquer un programme qui a justement pour objectif de poser la question de la conquête du pouvoir et j'ai retrouvé un texte de Trotsky qui est une discussion en fait entre Trotsky et des militants du SWP, donc c'était la section américaine des États-Unis de la 4e internationale, où justement cette question lui est posée, ce programme peut-il être réalisé aujourd'hui? Et lui il répond, il est plus facile de renverser le capitalisme que de garantir effectivement l'échelle mobile des salaires et des hommes de travail dans le cadre du système capitaliste. Aucune de nos revendications ne sera réalisée dans ce cadre. C'est pourquoi nous les appelons des revendications transitoires. Elles établissent un pont qui nous permet d'atteindre les travailleurs et un vrai pont pour aller à la révolution socialiste. Toute la question est de savoir comment mobiliser les masses pour le combat. La question de la division entre les travailleurs et les chômeurs, par exemple, se pose dans ce cadre. Nous devons trouver le moyen de surmonter cette division. L'idée d'une classe à part, la classe des chômeurs, des nouveaux parias, est une idée qui fait partie de la préparation psychologique au fascisme. Si la classe ouvrière ne parvient pas à surmonter cette division, surtout au niveau syndical, son affaire est faite. Le camarade lui répond, du coup, beaucoup de camarades ne parviennent pas à comprendre pourquoi cette revendication ne peut pas être satisfaite, et répond, c'est une question très importante, ce programme n'est pas l'intervention d'un homme, il découle de la longue expérience des bolcheviks. Je le répète, le programme est la concrétisation de l'expérience collective des révolutionnaires. Les révolutionnaires... oui, voilà, c'est ça. Donc en gros, ça correspond concrètement à la capacité qu'a la classe ouvrière à appliquer ce programme. Ça correspond concrètement au rapport de force actuel entre les classes. Ça veut dire que des demandes, des points de programme peuvent parfois, en fait, dans des situations données, paraître beaucoup plus propagandistes, générales, abstraits, etc.,
que dans d'autres moments. Par exemple, et c'est là la discussion en fait sur l'actualité de ce programme, je pense que poser la question de l'échelle mobile des salaires quand en fait à un niveau quasiment zéro, en fait, voire de 1% d'inflation par an, c'est un élément en fait qui est non seulement qui ne vient même plus en fait une question de potentielle conquête du pouvoir, etc. en fait par la classe ouvrière. Par contre, quand on se retrouve dans une situation comme à laquelle on assiste aujourd'hui, en fait, où il y a une inflation massive, où il y a en fait des tendances aux tensions internationales qui font monter en fait, notamment qui dégradent largement en fait les conditions de vie de la classe ouvrière, comme on le voit aujourd'hui, ce type de demandes en fait, elles prennent un autre sens et peuvent même être beaucoup plus actuelles et poser quasiment directement en fait la question du pouvoir d'une certaine manière. C'est ça en fait qu'il faut comprendre à travers le programme de transition, c'est-à-dire qu'il a un niveau différent, il peut être interprété de différentes manières en fonction de la situation politique et avoir plus pour objectif de faire élever le niveau de conscience de classe dans un moment plus difficile, de défensive, etc. Mais dans les moments d'offensive peut aussi poser la question directement du pouvoir en fait dans des situations particulières. Et donc voilà, donc ça dépend largement du rapport de force, cette question, faut comprendre comme ça. Et voilà, alors qu'est-ce que je voulais rajouter Oui, voilà, et en gros, du coup, c'est pour ça que je pense que cette discussion, ça a l'air un peu long, etc., en fait, de discuter du programme de transition, de faire des retours sur le programme de transition, etc. Mais vous avez pu remarquer, en fait, par exemple, qu'au long du discours de Gaëtan, et pourtant on n'est pas dans une situation de putréfaction totale en fait, du capitalisme comme on était en fait, dans les années 30 aujourd'hui, même si on est dans un moment de crise profonde en fait, du capitalisme à l'échelle mondiale. Mais dans le discours de Gaëtan, il y a beaucoup de points de ce programme qui ont été repris. Par exemple, il a posé tout au long de son discours des points de revendication transitoire comme l'indexation des salaires à l'inflation, comme le partage du temps de travail, comme le lien en fait, avec les chômeurs, etc., etc. Ça fait partie en fait, de l'actualité des points de programme en fait, de transition qui sont encore présents en fait, aujourd'hui dans notre attitude politique et qui reprennent une actualité vu la crise en fait, qu'on est en train de traverser le capitalisme de manière générale. Et dans ce sens-là, voilà, je pense que c'est assez essentiel de comprendre, mais je pense que ça vient que la discussion prenne un peu plus cette tournure, etc., de comprendre en fait en profondeur à la fois la logique transitoire et les points de programme de transition, pour comprendre en fait comment, même lorsqu'on l'applique dans le cadre, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre d'une grève spécifique, etc., notre objectif avant tout est celui en tant que parti, de participer à la consolidation de la conscience de classe, voire à la construction d'un véritable plan de bataille pour notre classe.